connaissez l'histoire de Jack et le haricot magique? Le conte de fées? Oui, je connais. Oh, c'est une histoire que tout le monde devrait connaître. Oui, mais que tout le monde ne peut pas raconter. Eh bien, je la raconterai quand même. Ce ne sont pas des haricots ordinaires, ils sont spéciaux, ce sont des haricots magiques. Magique, tu parles? Ces haricots, mon fils, ont le pouvoir de changer le monde que nous connaissons. Qu'est-ce que t'en dis, Jack? Ah, Jack et le haricot magique. Alors là, j'apprécie tout particulièrement Jack et le haricot magique, parce que c'est quand même l'histoire où il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. C'est pas comme Pinocchio, là, où il faut genre aller à l'école, et puis il faut pas mentir, faut pas faire des âneries. Non, là, le haricot magique, c'est que des trucs qui font rêver, quoi. Il y a le château dans les nuages, le géant avec sa table pleine à craquer de grosses bouffes surdimensionnées, qui me fait toujours tellement baver que je pourrais en remplir une baignoire entière de salive, des pièces d'or partout, et puis bien entendu, le fameux haricot qui jaillit du sol en un clin d'œil. Ouais, quand j'y pense, je crois que je kiffe surtout parce que ça me rappelle mes parties de Super Mario, en fait. Ouais, Nintendo, leurs idées, ils les sortent pas toujours d'un tuyau magique, hein. En bref, Jack et le haricot magique, c'est une histoire très connue, généralement bien appréciée. Au pire, vous avez déjà vu un film, un dessin animé, ou même un jeu avec la fameuse plante grimpante. Je veux dire, c'en est presque invasif. Parce que c'est bien simple, le haricot magique, c'est comme Angélique, marquise des anges, tout le monde lui a déjà grimpé dessus. Que ce soit Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Titi et Gros Minet, Tom et Jerry, les Griffins, la famille Addams, Betty Boop, le chapeauté, Kermit la grenouille, Doraemon, Hercule, Mickey Mouse à plusieurs reprises en plus, et bien sûr Super Mario qui a même décidé d'en faire un sport national. C'est pas facile de voir à travers ces nuages. J'espère qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Vous en avez assez, hein? Ces nuages. On va vous en débarrasser. Voilà, donc difficile de passer à côté, mais on sait jamais. Avant de se lancer dans les origines du conte, on va quand même résumer un petit peu l'histoire pour les deux du fond là-bas. Alors, l'histoire de Jack démarre dans la demeure du jeune homme, bicoque peu salubre où le Tanguy réside avec sa daronne. Pour eux, c'est la dèche, c'est la loose, y a plus un copec et y a plus de flouze. Contraint d'aller vendre sa laitière pour espérer becter, Jack croise un étrange colporteur et se laisse piéger. Des haricots contre une vache, sur le coup ça lui semblait fun, mais il n'imaginait pas à quel point ce deal ferait rager sa rhum. Furax est démunie, elle défenestre les flageolets prestement, sans savoir qu'en une nuit, il pousserait comme du chien à dents. Planté devant le haricot, sa soif d'aventure et de découverte pousse Jack à aller voir si là-haut l'herbe ne serait pas plus verte. Au-delà des nuages, tout un monde ouvert se présente à lui, de même qu'une vieille femme aux allures de PNJ. Se révélant être une fée ayant connaissance de son passé, elle lui raconte l'histoire de ses parents que jusque-là il ignorait. Lui expliquant que c'est le géant vivant dans le château au loin qui a fait de sa mère une veuve et lui, de père, un orphelin. Nourri par la vengeance mais toujours l'estomac vide, il décide d'aller frapper à la porte du titan Cupide. Arrivé à la porte de la demeure, la compagne du géant l'accueille, lui proposant à manger, voyant qu'il tremble comme une feuille. Mais alors qu'elle entend son époux rentrer plus tôt, elle dissimule Jack en scred au fond du fourneau. Le bougre n'est certes pas finot, mais son odorat infaillible est au boulot, car fille, faille, faux, femme, il renifle bien la présence du jeune homme. Convaincu par sa meuf qu'il a certainement rêvé, lui vient soudain l'envie de briquer ses trésors bien-aimés. Une poule aux œufs d'or et des pièces par milliers, voilà qui tape dans l'œil de Jack, avide de tout rafler. Alors, et pour vraiment résumer, parce que sinon on va y passer la moitié de la vidéo, mais en gros, Jack il va déjà redescendre une première fois avec la grosse tunasse, puis il remontera après pour récupérer la poulette. Voilà, bon désolé de vous couper le récit, hein, mais bon, je suis pas non plus là pour vous border avant d'aller au lit non plus, hein. Bref, enfin sorti de la zermie, Jack n'est pourtant pas rassasié, et au château dans le ciel, pour la 3e fois, décide de retourner. Arborant un nouveau costume pour ne pas être reconnu, il outrepasse la vigilance de l'épouse ingénue. Jack espionne le géant, visiblement fan de musique, ce dernier se laissant bercer par sa harpe magique. Profitant à nouveau du sommeil du géant, notre voleur chourave son bien comme précédemment. Mais la harpe alerte son maître, et fille, faille, faux, fomme, Jack risque un giga coup de pied dans le rectum. Fuyant pour sa vie avec l'instrument sous le bras, Jack réclame une hache à sa mère une fois en bas. Sectionné à la base, la grande tige s'effondre, laissant choir le géant qui sur le champ succombe. Heureux comme pas deux, Jack et sa mère célèbrent la victoire, sous les yeux de la fée venue contempler ce beau foutoir, le félicitant d'avoir finalement vengé son défunt père et méritant de vivre sa vie sans la moindre difficulté financière.
Voilà, c'était l'histoire de Jack, formule complète. Pas la plus connue, cela dit. C'est vrai que moi j'avais souvenir d'une version un peu plus allégée avec moins de friture. Avec moins de fioritures. Parce que cette histoire de fée qui lui dit que le géant a volé les richesses de son père, ça me dit rien du tout. Mais dis-moi Lucie, c'est quoi cette histoire de fée qui me dit rien? Pourquoi c'est pas la version que je connais? Eh bien, c'est très simple. Il existe plusieurs versions du conte. Dans certaines, une fée explique à Jack que le géant a tué son père pour voler ses richesses, et d'autres où ça n'est jamais mentionné. Dans ce premier cas, Jack est un héros qui venge sa famille. Dans le second, c'est un gros connard. Mais pour y voir un peu plus clair dans toute cette histoire, on va bien évidemment remonter le fil de la vigne. Alors, Jack et le haricot magique, c'est un conte super ancien qui nous vient de Grande-Bretagne et plus particulièrement de la région des Cornouailles. Comme d'hab, c'est le genre de conte bien typique de la tradition orale, transmis de génération en génération avec autant de variations différentes qu'il y avait de chaumières fumantes dans le pays, jusqu'à ce que les publications papier finissent par figer les détails. Mais le premier truc important à savoir, c'est que contrairement à des œuvres comme Blanche-Neige qu'on attribue aux frères Grimm ou encore le chat botté qui est toujours associé à Perrault, Jack et le haricot magique, c'est pas rattaché à un auteur en particulier. Pourtant, des éditeurs qui ont couché le conte sur papier, il y en a eu plein, mais aucun ne s'est particulièrement distingué. C'est pour ça que vous verrez jamais marqué en introduction d'un film, d'après une histoire de Trucmuche, ou basé sur le conte de machin chose. Alors d'une part, on peut imaginer que l'aventure de Jack, elle était déjà tellement populaire à l'oral qu'elle a jamais pu appartenir à un seul auteur, mais aussi sans doute parce que la jeunesse des premières versions écrites, elle est un peu anarchique. Pour faire simple, on va aborder rapidement 4 versions écrites qui sont considérées comme les pionnières, et on va très vite se rendre compte qu'elles ont des particularités assez particulières. Et on commence tout de suite avec la toute première version écrite en 1734 par un certain Dick Merriman, édité dans un livret qui regroupe des récits humoristiques. Dis-moi Fabien, c'est quoi cette image de reine de Noël? Ah bah oui, mais Lucie, t'es marrante, moi j'en ai pas trouvé des images de ton Dick Merriman là. Et c'est normal, car c'est le pseudonyme d'un auteur inconnu qui n'a jamais percé. Oui, bah voilà, alors moi c'est soit je mets rien, soit j'improvise un truc. Bon, il a une bonne tête de Dick Merriman, non? Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, mais précise peut-être que c'est pas un portrait fidèle et historique. Lulu, c'est un reine de Noël. Ouais, bon, d'accord. Bref, donc, cette première version par Dick Merriman, attention, parce que c'est très loin d'être votre petit conte pour enfants habituel, hein. Ah non, là, on est plutôt dans la parodie paillarde à lire pompette pendant les nocturnes de la fête du slip. Donc c'est un pastiche, pour adultes qui plus est, hein, parce que vas-y que ça picole, que ça se goinfre et que ça fait des allusions coquines à tout bout de champ, avec un humour au ras des pâquerettes. Ok, donc j'imagine qu'il n'y a pas de fée dans cette version. Non, il y a juste Jack le géant et du grand guignol. Et en fait, au-delà de la blague, c'est un texte absolument insupportable à lire, qui part dans tous les sens et donne juste l'impression que l'auteur y était visiblement moins porté sur les haricots que sur les champis. En bref, une étrange parodie qui tombera très vite dans l'oubli. On passe ensuite en 1807 avec la deuxième version, sobrement signée BAT. Me demandez pas c'est les initiales de quoi, personne ne sait. Blaireau à terrier, ça te va? Fais voir. Oh oui, j'achète! Donc la version de BAT, c'est une mouture assez courte, en vers, avec certaines particularités discutables, comme un passage raciste où Jack marchande avec un juif décrit comme étant un vil voyou. Et en supplément d'un antisémitisme ordinaire, Jack s'adonne également au meurtre prémédité alors qu'il décide comme un grand de décapiter le géant dans son sommeil. Ah bah c'est du joli, tiens. Toujours pas de fée, hein? Non. Donc après cette deuxième version oubliable, on passe à un texte signé Benjamin Tabar, toujours en 1807, qui est assez proche de l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Un mouton. Ben oui. Alors Benjamin Tabar, encore un pseudonyme décidément, sauf que cette fois on sait qu'il s'agit du nom de plume d'un certain Sir Richard Phillips, éditeur et politicien anglais, qui a beaucoup écrit pour la littérature enfantine. Ce qui va énormément distinguer cette version des autres, c'est qu'elle est très portée sur la morale. Parce qu'en vrai, les actions de Jack dans le conte, elles sont vachement discutables si on y réfléchit 2 secondes. Voilà, ma petite maman, le géant est mort.
Cet affreux cauchemar est terminé. Oh, en plus, avec toutes ces belles choses que tu nous as ramenées, nous sommes riches à présent. Oui, à nous la belle vie, ma petite maman. On ne bouge plus. Jacques, tu es en état d'arrestation. Vol par effraction, abus de confiance, homicide. C'était de la légitime défense. Il nous fonçait dessus. Garde ta salive pour le juge, mon gars. Mais la vie que tu vas prendre perpète. Ouais, pour toi, on peut dire que les haricots sont cuits. Hein? Bah, les haricots sont cuits, c'est pas comme ça que tu dis, toi? Non, c'est pas ça. C'est un autre truc, c'est la fin des carottes? Bah non, on parle pas de haricots, là, y a pas de blague. Ah ouais, t'as raison. Ah, putain, j'ai perdu le fil. Fabien, prête-moi ta tête que je puisse faire un facepalm. Merci beaucoup. Bref, le fait est que Jack, il est parfois considéré dans certaines analyses comme un anti-héros, et même carrément parfois comme le méchant de l'histoire. Et ça, visiblement, ça plaisait pas trop à notre fameux Benjamin Tabard, / Sir Richard Phillips, puisque c'est lui qui ajoutera un nouveau personnage à l'intrigue. La fée! C'est lui qui va rajouter la fée! Tout à fait! Grâce à l'introduction du personnage de la fée dans cette version, Jack passe de connard avide de gros sous à héros qui a soif de justice. Les actions de Jack sont justifiées, le récit est maintenant adapté à toute la famille. Alors on pourrait se dire que l'édition signée Benjamin Tabard, c'est celle qui arrive au bout de la course. Après tout, elle est bien gentille et bien proprette, déjà de quoi plaire aux futurs scénaristes puritains d'Hollywood. Pourtant, même si elle s'est fait une bonne place, elle était pas du goût de tout le monde. En fait, tout au long du 19e siècle, il y a plusieurs versions qui se sont enchaînées dans le monde entier, avec entre autres une de 1890 signée Joseph Jacobs, un historien originaire d'Australie. Et lui, il en avait un peu rien à faire de cette histoire de fée. Ce qui l'intéressait, c'était de revenir aux versions orales qu'il avait entendues quand il était petit, estimant que les gamins étaient bien capables de faire la part des choses eux-mêmes. Et autant vous le dire tout de suite, le personnage de la fée, on le reverra pas beaucoup dans les films. Et pourtant, on en a vu des bien barrés, avec des sorcières, des dinosaures, des hommes poulets. Enfin, pas tout ça en même temps, mais quand même. Tout ça, ce sera dans la deuxième partie de notre rétrospective sur Jack et le haricot magique qui sortira dans quelques temps sur la chaîne. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette introduction et je vous donne rendez-vous pour la suite. Ciao!